Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous politique sur la chaîne Au cœur de nos défis. Vous êtes bien dans la surface de vérité, dans le fauteuil blanc avec nous. C'est un chef d'entreprise, ancien porte-parole et ancien député maire de l'Union pour le progrès et le changement UPC. Il est aujourd'hui le secrétaire général national de ce parti, mais aussi président du comité d'organisation de l'investiture du candidat de l'UPC pour la présidentielle de 2020. Monsieur Rabi Yameougou est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Alors, on va parler d'abord de cette affaire de report des législatives qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Des soucis avec vos députés, non? Vos députés? Pas du tout. Vous n'avez pas de problème avec vos députés? Pas du tout. Et nous sommes même surpris qu'on en fasse un sujet de débat. Il semble qu'il y a des bisbilles à l'interne actuellement, des velléités de sanctions. Pas du tout. Vous savez, nous sommes un grand parti. Vous savez, un parti comme l'UPC, aujourd'hui, c'est le seul qui peut même bousculer l'arène politique. Et quand vous avez cette place et que vous l'occupez, vous avez des détracteurs partout. Mais nous remercions Dieu pour que si les gens nous attaquent, c'est parce que nous sommes un parti à intérêt et qui fait qu'à ce niveau donné, il n'y a pas de problème. Je dois vous dire une chose. Vous savez au niveau du parti, et vous savez ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale, il y a un rapport que tous les députés ont adopté. Nos députés n'ont pas fait exception. D'ailleurs, ils organisent une conférence de presse ce soir au parti. Et dès que le rapport est connu, vous avez tout suivi, que c'est le président de l'Assemblée nationale, accompagné de ses collaborateurs, qui se sont rendus au niveau du palais de Scotia. Et à leur sortie, vous avez même vu que la clameur publique, que ce soit dans les radios internationales, dans les radios nationales, l'opinion, ont entendu qu'ils veulent un lenga. Vous savez que le lenga, c'est l'air du temps. Donc, dès lors que nos mandats, les députés n'ont pas été instruits, et au niveau du parti, il n'a pas été question d'aller même faire le découplage, nous avons instruit le porte-parole du parti à rétablir la vérité pour dire que l'UPC est d'accord avec la composante de la majorité présidentielle et l'opposition. Il y a un accord politique qui a déjà même tracé un certain nombre de sillons, à savoir le couplage des élections. Et nous l'avons dit, nous sommes même étonnés. Nous avons entendu au niveau même du MPP, les responsables sont sortis pour dire qu'ils se démarquaient même d'abord du découplage. Vous avez vu au niveau de l'UPS, ils ont fait un communiqué invitant les députés à se démarquer de ce projet. Mais ça fait désordre tout ça, oui, parce que vos députés, effectivement, donnent leur OK par rapport à cette recommandation sans avoir consulté le parti. Ça fait désordre, non? Ce n'est pas un désordre, puisque les députés de leur rôle, c'est un rapport qui est issu de leur tournée. Nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale. Le parti est un. Et le parti est différent même de l'Assemblée nationale. Mais nous, en ce qui nous concerne, ce sont les députés de l'UPC. Nos députés n'ont pas accepté pour le découlage des élections. Les députés ont été trahis. Parce que les DAP... Oui, pourtant, le président de l'Assemblée a dit que cette recommandation a été adoptée à l'unanimité. Oui, mais c'est un rapport d'activité n'est pas un rapport de découlage des élections. Un rapport dans lequel il est inscrit un découplage des élections. Je suis d'accord avec vous. Ça fait bizarre quand même que vos députés... Ça ne fait pas bizarre. Mais nous avons... C'est parce que les députés eux-mêmes, dans leur entièreté, ou certains députés, comme c'est un rapport qu'ils n'ont pas pris connaissance à l'avance, je parle même de toutes les recommandations, donc de par leur fonction et de par leur rôle régalien, les députés ont le droit de faire des recommandations. Nous, on ne leur donne pas le rôle de faire des recommandations. Leurs recommandations ne s'imposent pas aux partis politiques. La classe politique s'est entendue pour organiser des élections couplées en novembre 2020. Il n'est pas question... On parle quand même du groupe parlementaire UPC, donc le parti, quelque part, est responsable aussi de ce que décident vos députés, non? Le parti est responsable dans la théorie et dans la pratique, puisque si un député agit au nom du parti, nous sommes responsables. Mais sur ce contexte précis, la classe politique dans son entièreté a déjà vu de cette question. Donc, c'est tout à fait normal. Comment comprendre cette attitude alors des députés qui savent pertinemment que les différents partis, et aussi bien de la majorité que de l'opposition, ont cet accord, justement?
et malgré tout adoptent une telle recommandation. Mais nous, au niveau de l'UPC, nous sommes un parti libéral. Et donc, par définition, c'est l'heure de leur liberté. Toute personne ou toute entité a le droit d'exprimer ses opinions. Mais l'opinion des uns et des autres ne peut pas s'imposer à l'UPC. Nous avons dit à l'opinion, à travers notre porte-parole et à travers la conférence qu'ils animent ce soir, que nous ne sommes pas pour le déploiement des élections. Ça, c'est un sujet qui n'appelle pas à des discussions. Nous irons aux élections en novembre 2020. Justement, vous parlez donc du droit, de leur liberté de ces députés, mais en même temps, c'est ce qu'ont fait aussi non, les 13, non, l'UPCRD à l'époque. C'est deux choses différentes. C'est une activité parlementaire où l'Assemblée nationale est libre de faire des propositions. Ça, c'est un droit constitutionnel. C'est leur rôle. Mais en faisant même des recommandations, cela ne veut dire pas que les partis politiques doivent à tout moment accepter de facto tout ce qui est décidé à l'Assemblée nationale. C'est une entité. Oui, il se trouve que ce sont des recommandations qui engagent les acteurs politiques, donc les partis politiques. Pour une telle décision, pour une telle recommandation, il aurait été bien que vos députés viennent consulter d'abord le parti avant d'adopter. C'est ça que je dis, je suis d'accord avec vous. Mais le problème ne s'est pas posé en ces termes. Une mission de l'Assemblée nationale a parcouru ce nombre de régions. Ils ont fait le constat de ce nombre de choses. Ils ont fait des recommandations au chef de l'État. Le chef, c'est leur droit jusque-là. Le chef de l'État a appelé la classe politique, la majorité de l'opposition, pour demander son avis. Et nous avons vidé cette question. Que ce soit au niveau de l'opposition, que ce soit de la majorité, il n'a jamais été question de découvrir les élections. C'est le message qu'il faut. Il reste aujourd'hui que c'est une question qui vient encore entacher la crédibilité donc des acteurs politiques aujourd'hui. Vous avez vu un peu justement l'opinion, ce tollé que ça suscitait, cette recommandation, mais on ne parle plus seulement des simples députés, mais c'est toute la classe politique qui prend le coup. Oui, je suis d'accord, mais à ce niveau, il faut d'abord essayer de voir les choses sur un autre angle. Je dois vous dire que cette activité, vous savez que les Burkinabés, au jour d'aujourd'hui, ne veulent même plus entendre parler d'un vocable qui s'appelle le lenga. C'était à l'Assemblée nationale qui devrait, vu d'abord une Assemblée nationale post-insurrectionnelle, qui doivent savoir que les lengas ne peuvent pas s'octroyer ici. Dès lors que le lenga a été prononcé, que ce soit en ville ou partout, la clameur publique a rejeté même le lenga. Mais ça, c'est un fait. Mais dès lors que l'Assemblée nationale s'est prononcée, il revenait à la classe politique, et nous en particulier, à mon parti, de faire connaître sa position. C'est pourquoi nous avons dit, il n'a jamais été question, et nous n'avons jamais accepté le déploiement des élections. Est-ce qu'au niveau des partis politiques, vous vous sentez trahi par les députés? Pas du tout. Ils ont joué leur rôle de parlementaire. Ils ont proposé des recommandations, mais nous ne sommes pas tenus d'accepter les propositions. Et ça, c'est simple comme bonjour. Ils ont une proposition, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est leur droit, mais nous ne sommes pas tenus d'accepter une proposition. D'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un brin de vérité dans ce qui est proposé par Bala Sakandé et ses camarades députés quand même, la question sécuritaire qui est évoquée? Là, il n'y a pas de vérité absolue. Non. Le découplage des élections, d'abord même départ le cadre de l'Assemblée nationale. Mais je vais vous dire une chose, la sécurité. On accepte l'élection présidentielle sous prétexte que le président est élu au niveau national. Et on diffère l'élection législative pour la coupler au municipal. Avec comme argumentaire qu'en 2021, les deux vont se faire. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Quelle est l'insuffisance de cette proposition? Si on ne peut pas faire les élections législatives au prétexte que les gens ne peuvent pas parcourir toute la province entière d'une province donnée. Mais c'est encore plus difficile pour une élection municipale où il ne suffit même pas de parcourir les chefs-lieux de province, mais il faut parcourir les villages d'une commune donnée, d'une province donnée. Et c'est ça le problème. Donc si on ne peut pas parcourir la province, parce qu'à ce que je sache, la CENI est en train de préparer les élections.
L'enrôlement s'est tenu dans les chefs-lieux de communes du Burkina et même dans certaines zones. Mais où est le problème? Il se trouve que, couplé avec les municipales, au prétexte qu'en 2021, on va les faire à deux, c'est ignorer d'abord que les deux types d'élections sont différentes. Et deuxièmement, quelle est la garantie? Qu'est-ce que les députés ont posé comme garantie qu'en 2021, aucun coup de feu, nous on va circuler librement dans tout le Burkina? C'est notre souhait. Mais quelle est la thérapeutique, quelle est la proposition que les parlementaires ont donnée aux gens pour justifier le rapport? Rien. Ce n'est qu'une intention. Et vu ce tango-là, c'est un lenga, ni plus ni moins. Donc, il aurait fallu... Ils disent que c'est le ressenti des populations. Ce n'est pas possible. La population aurait dû demander à l'Assemblée. C'est ça même, personnellement, il aurait dû demander à l'Assemblée. Comme vous savez que la population trouve même que l'Assemblée est budgétivore. Ça, c'est un fait. Les gens trouvent même que prendre à organiser des élections, pendant qu'il y a des déplacés, pendant qu'il manque des moyens pour équiper les forces de défense et de sécurité, les gens trouvent que c'est inutile de mettre beaucoup d'argent dans ça pendant que le pays a problème. Si le rapport disait que de ne pas organiser les élections, mais de prendre l'argent des députés pour équiper les FDS, c'est ce que la population aurait dû dire. S'ils avaient dit, nous on allait faire un mandat gratuit et prendre l'argent, les émoulements qu'on va nous servir pour équiper les forces de défense et de sécurité, c'est ce que la population aurait demandé. La population n'est pas dans les jeux politiciens, augmenter d'une année pour organiser. En aucun moment, ça ne peut être dit dans une localité. Ce n'est pas possible. Ça, c'est un jeu politique, c'est des politiciens, c'est un calcul politicien. La population a toujours dit et répété que les élections coûtent cher, qui ne voient pas l'utilité des parlementaires, qui ne voient pas l'utilité d'organiser des élections dans ce contexte. S'ils disaient que nous, on ne le fait pas, prenez l'Assemblée, transférez le budget de l'Assemblée nationale au profit de nos populations, on n'aurait que comprendre que ça amène la base. Ça, c'est un calcul politicien. Donc, l'approche des parlementaires, c'est juste pour des intérêts égoïstes? Cette approche, même d'abord, elle est improductive. Vous ne pouvez, mais si on augmente, on va vous servir des émoulements. Alors que votre salaire aurait dû permettre de combler les lacunes, puisque nous savons que les FDS manquent des moyens. Nous savons que les populations manquent d'eau potable. Nous savons qu'il y a des déplacés internes qu'on n'arrive même pas à gérer. Si on disait non, nous voulons qu'on découple et qu'on prenne l'argent qui aurait servi à jeter dans la nature là, pour s'occuper de nous, c'est ce que la population peut demander. Elle ne peut demander autre chose. Ce qui ne vient pas, donc ça, cette proposition ne peut pas émaner de la population. D'accord. Ce n'est pas possible. On va parler de l'investiture du candidat de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement. Votre parti, c'est pour bientôt, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, le 25 juillet. Oui, au Palais des Sports de Ouagadougou. Le Palais des Sports de Ouagadougou. Il a été question justement de candidature à l'investiture de l'UPC. Oui. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de candidat naturel chez vous? Au niveau de notre parti, nous avons des candidatures. Il y a un candidat naturel qui est le président du parti, Dr. Joseph Diabré. Mais il y a des candidats non naturels qui concernent tous les militants du parti. Est-ce qu'on peut envisager une candidature à la présidentielle de l'UPC autre que ZEF? Oui, je dis, il y a une directive qui a été prise et vendue à toutes les structures du parti. Disant les candidatures sont ouvertes. Et ça, c'est conformément à nos statuts et règlements du parti. Les candidatures sont ouvertes le 14 juillet jusqu'au 23 juillet à 20h. Mais le candidat naturel, qui est le président Juvenal Diabré, a posé acte de candidature. Mais s'il y a des militants qui estiment qu'ils ont des envergures nationaux, qui estiment qu'ils peuvent être candidats, les directives nous donnent les droits et nous avons posé les conditions pour être candidat. À la clôture. Est-ce que là, vous n'êtes pas en train juste d'amuser la galerie? Parce Pourquoi? Que vous savez bien que vous avez un candidat naturel. Vous dites quand même que les candidatures sont ouvertes, tout en sachant qu'en vérité, c'est Zéphirin Diabré. Non. Je peux vous dire qu'à l'heure où je vous parle, je suis le président du comité d'organisation de ce congrès extraordinaire. Et nous avons mis en place une commission chargée des consultations électorales qui doit recevoir toutes les candidatures des militants. Au jour d'aujourd'hui, je parle de ce que je sais, sa candidature a été déposée. Je dis du 14 au 23. Si à la date de clôture après 20h,
il y a une seule candidature, et que c'est lui, c'est normalement que vous viendrez maintenant aux militants, aux candidats d'apprécier. S'il y a deux candidatures, la directive permet d'imprimer. C'est-à-dire qu'ils reviendraient aux congressistes qui vont venir des 4 coins du Burkina le jour du congrès, à la phase de désignation des candidatures, selon la procédure, la commission chargée des conditions électorales dit aux congressistes, à la clôture des dossiers, voilà le nombre de dossiers que nous avons eu. Si je trouve que c'est le candidat naturel qui est le docteur Jeffrey Diabré, la procédure dit, ça se fait par acclamation. Si se trouve le jour qu'il y a 2 ou 3 candidatures, la procédure dit, on dit aux congressistes, nous avons enregistré 3 candidatures. Et en ce temps, la procédure permet aux candidats de se retirer dans la salle pendant que les congrès sont là, pour d'abord même s'entendre. Et s'ils ne s'entendent pas, et comme c'est un congrès statutaire, nous avons invité le collège électoral. Il y a les militants, il y a le collège électoral. Il reviendrait maintenant au collège électoral, au vu du nombre de candidatures, de choisir la personne qu'il pense être capable de défendre le couleur du lion. Et tout ça peut se faire le même jour? On l'a fait en 2015. Ce n'est pas une nouveauté. Mais il se trouve que le thème de cette investiture, c'est bien sûr, ensemble avec ZEF, pour un nouveau départ en toute sécurité, c'est bien ça? Oui. Donc c'est ZEF? Non, je dis, mais aujourd'hui, nous avons quelqu'un... Ou alors, au cas où il y a des candidatures, on va, ou alors et que c'est un autre candidat qui est désigné, on va changer le thème sur place. Oui, de toute façon, vous savez que vous avez vu dans notre parti, c'est une compétition. S'il a fait les affiches, il est candidat. S'il y a d'autres qui sont candidats, tous les candidats n'ont pas la même stratégie même de déposer leur candidature. Mais il revient, ce sont les congrès qui sont souverains de désigner le candidat. Et nous avons fait même un portrait robot du candidat qui était diffusé même au niveau même d'abord de nos bases, de nos organes. Les gens connaissent même d'abord le prototype. Voilà pourquoi. En vérité, c'est ZEF. Oui, moi je ne dis pas de ça. Je dis qu'il est candidat. Nous avons fait des procès parce qu'il est candidat. S'il y avait un autre qui avait produit des candidatures, nous l'aurons présenté. Mais comme nous n'avons pas d'autres procès, d'autres personnes, d'autres candidats possibles et éventuels qui ont déposé, nous disons, si le jour J, le 25 juillet, c'est la seule candidature que nous avons enregistrée, ensemble avec Jeff, il revient d'abord aux congressistes de désigner et de l'acclamer pour faire du candidat du parti. Mais ce sont des structures du parti. On ne peut pas choisir, le président du parti ne peut pas lui-même se faire choisir candidat. Il ne peut que postuler. Il a postulé. S'il y a des militants du parti qui s'estiment capables de faire gagner le parti, qui déposent leur candidature en toute lucidité. D'accord. OK. Alors, investiture, ça suppose aussi bilan, non, de votre quinquennat? Ça va se faire ou c'est pas comme au MPP, ça a été fait, le bilan, lors du congrès d'investiture? Je ne voudrais pas que vous mélangez les choses. L'UPC est un parti d'opposition. Il a son bilan. Notre bilan, nous le faisons de manière permanente. Parce que d'abord, tous les 5 ans, ce n'est pas un bilan. Un bilan. C'est ce bilan qu'on va présenter au congressistes. Nous allons dire et nous dirons ce que nous avons fait, ce que notre candidat ou les candidats auraient fait. Le candidat Jeffrey Diabré, que vous le voyez, autour des 5 ans qui s'est passé, nous avons posé des actes chaque jour que tu es fait. Oui, justement, ce bilan-là, faisons-le justement. Oui, parce qu'on estime que c'est un quinquennat de complicité avec le MPP. On ne vous a pas senti pour ce quinquennat? Ça, c'est une vision erronée. Ce n'est pas possible. Une complicité, pourquoi? Ils ont géré le gouvernement. Le contre-pouvoir, on ne l'a pas senti en tant que UPC. À part des conférences de presse, on a véritablement pas senti grand-chose. Les gens confondent deux contextes. Avant 2015, il y avait des sujets qui divisaient les Burkinabés. Après l'élection de 2015, il y a un autre contexte qui est arrivé. Nous avons assumé notre rôle. Le rôle du l'opposition, c'est quoi? C'est attirer l'attention du gouvernement actuel, de la majorité actuelle, sur les insuffisances
pour leur permettre, pas pour faire plaisir ou pour critiquer, c'est pour les amener à changer. Et tout au long d'abord des 5 ans, nous avons dit ce qui n'a pas marché. Nous avons contribué, comme tous les Burkinabés, à construire d'abord une société de paix, de stabilité. Nous avons construit, au cours des 5 ans, au niveau de notre parti, d'abord le choc de l'infrastructure électorale. Donc notre bilan, il y a interne au niveau du parti, mais aussi au niveau national, nous avons assumé le rôle qui était le nôtre. À sa grande question qui était posée à la nation et que nous avons été consultés, nous avons donné de manière froide notre participation. Conférences, déclarations. Ce n'est pas les conférences. Les conférences, c'est une activité de routinière d'animation du parti. Concrètement, qu'avez-vous fait sur le terrain en termes de mobilisation des Burkinabés sur les grandes questions de la nation, de sensibilisation, de conscientisation, etc. En 5 ans, parce que vous recevez des financements hors campagne. Oui, en 5 ans, le docteur Zéphirin Diabry a parcouru les 45 provinces du Burkina. À chaque sortie, nous avons rencontré soit les FDS, soit dans leurs composantes, soit la chefferie coutumière, soit les différents composants de la société, d'abord pour prendre d'abord un langage, un discours de paix, de courtoisie, et appeler les Burkinabés à l'unité nationale pour sauver ce pays. Nous avons, au cours de notre nouvelle sortie, nous avons d'abord même rendu des visites d'abord à des déplacés internes. Vous vous rappelez que même quand on regarde en 2000 l'affaire de Yurugu, l'UPC était la seule formation politique, le seul parti politique qui était le premier sur le lieu pour assister la population en détresse à Barsalogo, à Yurugu. Nous avons été à Bourzanga, nous avons vu les problèmes en détresse. Nous avons été les commissariats et gendarmeries incendiés pour porter du réconfort et du soutien au FDS. Ça, c'est nous seuls qui l'avons fait, on a parcouru. À chaque fois, nous avons dit, ce pays-là appartient à Burkinabé, à nous tous. Il faut que c'est un bien précieux. Nous l'avons travaillé, avoir un esprit apaisé. Donc, de ce point de vue, un parti d'opposition comme le nôtre et un parti de grande stature comme le nôtre, nous avons assumé pleinement notre fonction. Votre leadership au niveau du CEFOP, pour beaucoup, on ne l'a pas bien senti pour ce quinquennat, contrairement au précédent. Oui, mais ce n'est pas parce que les gens même oublient une chose. On s'attendait à vous voir organiser des manifestations de rue. On n'a rien vu, pratiquement rien. Nous sommes un parti de changement. Le changement, ce n'est pas ce problème. Vous savez, ce n'est pas sortir dans la ville, faire des manifestations et insulter, crier à tout vent. Non, nous sommes un parti responsable. Vous savez qu'aujourd'hui, pourquoi sortir? On est sorti en 2000, avant la chute de Blaise Compaoré, parce qu'il y avait des problèmes qui se posaient. Vous pensez que le l'UPC aujourd'hui, est-ce qu'il sait... Il n'y a pas de problème aujourd'hui qui se pose. Les problèmes sont posés, mais tous les problèmes ne seront pas dans la rue. Pas parce que nous ne sommes pas partis, on a fait des meetings de l'opposition en 2018, pas parce on n'est pas sorti, qu'on n'a pas travaillé. Et deuxièmement, il faut que les gens oublient une chose. Dans ce contexte-là, que le nôtre, l'opposition s'est assumée et nous avons dit les choses qu'il fallait. Nous avons fait le nôtre. Maintenant, les gens pensaient que nous, on est là même d'abord, c'était un parti, nous ne sommes pas des vandales. L'UPC, ce n'est pas des vandales, ce n'est pas des rancuniers, ce n'est pas des cache-tout, ce n'est pas des gens de trouble-fête. Donc il faut, quand on aspire à gérer la nation, quand on aspire à gérer cette cité, il y a des comportements qui sont à l'antipode du développement. C'est pour ça aujourd'hui, tant bien que nous avons fait, nous on ne peut pas rééditer le schéma classique où les gens, on tourne à gauche, à droite en 2014 parce que crier. Non, il faut crier et changer. Et comme nous sommes dans l'ère du changement, assumons-nous de manière correcte, tangible et appréciée. Et les gens nous ont félicités. Parce que, contrairement aux autres, vous savez que nous acceptons nos faiblesses et nos forces. En 2015, quand nous sommes allés même d'abord notre candidat, même à un période de les élections, quel est le ciel fort qu'il a donné au Burkinabé? Il allait même féliciter le gagnant. Nous n'avons pas dit non, on n'a pas gagné, il faut mettre le pays au chaos. Nous ne sommes pas un parti où on recrute d'abord des irresponsables, ou des gens à l'emporte-pièce, dont le rôle se limite à casser. Et une seule chose, l'UPC n'est pas un parti de récépissé. Parce qu'il y a beaucoup de partis à récépissé. Nous sommes un parti de masse. Parce qu'un parti à récépissé seulement, il y a des partis politiques dont seulement les militants ne peuvent pas remplir une cabine téléphonique.
Mais l'UPC avec son envergure, si nous devrons même dire dans le pays ingouvernable, on était capable de le faire, rendre le pays ingouvernable, mais à quoi sert de rendre un pays ingouvernable parce que vous n'êtes pas au pouvoir? Il faut, et quand on aspire à la fonction suprême, et quand on aspire à gérer ce pays, il y a un comportement, des options qu'il faut prendre dans l'étude de la nation. Dans un pays en déliquescence, vous voyez qu'aujourd'hui, même d'abord, le pays même est exsangue, un pays en lambeaux, un pays avec tous les problèmes possibles. Si on doit rentrer dans ce pays en lambeaux pour bousculer des choses, nous allons vers la catastrophe. Alors, d'accord, on reviendra sur ces aspects justement. Et des secousses quand même, hein, pendant ce quinquennat, dans la maison UPC, il y a eu l'épisode UPC-RD par exemple. Ça, c'est un sujet que nous parlons aujourd'hui avec aisance. Nous n'avons pas eu, ce n'est pas un problème. Dans la vie d'un parti politique, même vous, dans votre famille politique, dans la vie de tout le coup, avec les amis, il peut arriver par moments que certains ne sont pas en phase avec la famille. Il y a eu des moments où des députés ont estimé qu'il y allait créer un groupe parlementaire qui n'est pas autorisé par le parti. Nous avons parlé à plusieurs reprises. Ils se sont entêtés, le parti s'est assumé. Nous avons dit à toutes reprises, tous les députés et toutes les zones où nous avons eu des députés frondeurs, nous les avons relevés de leurs fonctions. Nous avons remplacé des équipes. Nous avons mis une équipe qui fonctionne. Oui, mais là, le parti se retrouve aujourd'hui fragilisé, non? Non, au contraire, je vous dis. C'est quand même des députés, donc il y a une base électorale. Mais un député, comment sont élus les députés? Les députés sont élus même par les électeurs. Ah oui, ben c'est la base aussi de la confiance qu'ils ont avec la base. Mais avec la caution du parti. Je vous dis, non, le problème est très simple. Les gens sont partis, ils ont pris des options qu'on n'a pas acceptées. Je souhaite seulement que Dieu nous donne tous, à tous les Burkinabés, à nous tous, et que le soir du 22 novembre, vous m'appelez ici pour qu'on fasse le bilan de ces 13 députés dont vous parlez. On va voir si c'est... Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne craignez pas que dans leur fief, dans leur zone, vous puissiez perdre un peu Pourquoi le terrain? Non. Nous sommes sérieux. Ils étaient quand même des députés titulaires. Mais un député, je dis qu'un député, ce n'est pas un concours. C'est un mandat électif. Un mandat électif, un député, c'est aussi un investissement personnel pour la localité. Oui, mais nous connaissons parce que nous avons dans notre parti des valeurs d'humilité, de respect, qui fait qu'avec le respect que j'ai pour tous les Burkinabés, avec le respect que j'ai même d'abord pour ces deux, je ne veux pas vous dire ici ce que chacun des députés que vous parlez là, ce que ces députés valent ce jeu. Parce que d'abord, ce n'est pas des valeurs IPC. Si les gens estiment que c'est leur équation personnelle, si les gens pensent qu'ils ont été élus grâce à eux-mêmes sans le parti, ce n'est pas un problème. Nous avons un rendez-vous le 22 novembre 2020. On verra, parmi les 13 députés, qui vont venir à l'Assemblée nationale. On verra, au niveau du parti, qui sont les bases que nous allons perdre. Et mieux, vous savez, comment les candidats ont été choisis. Nous avons des candidats, des responsables valables qui ont relevé le défi. Nous-mêmes, d'abord, on ne veut pas parler de ce sujet, parce que pour ne pas faire la promotion de la publicité à nos amis d'hier, il reste des frères, des parents. Mais nous allons nous voir sur le front. Et les gens, même les Burkinabés, vont apprécier la vitalité du parti. Est-ce que dans ces régions, dans ces provinces, vous avez aujourd'hui, les remplaçants sont des candidats à même de permettre au parti ça, c'est déjà réglé. De conserver... Nous avons, lors de notre congrès de 2018, si vous étiez là au Palais des Sports, nous avons toutes les provinces où il y avait des députés frondeurs. Les gens se sont levés, les nouveaux responsables, les équipes même, pour se présenter à tous les congressistes et rassurer leur parti. Et moi, je vous parle, je suis le secrétaire général national du parti. Je connais les forces et les faiblesses du parti. Je connais les acteurs sur le terrain. Je les ai côtoyés. Je peux vous assurer, sans me tromper, le PC se porte bien. Et même mieux, certains d'entre eux étaient d'abord des obstacles à la promotion du parti. Ça, c'est connu. Quelle approche pour fidéliser justement l'électorat ou pour en conquérir davantage pour les élections à venir justement? Non, notre stratégie est simple. Est-ce qu'aujourd'hui, l'UPC, l'électorat dont on dit fidèle, est-ce que véritablement c'est encore un électorat fidèle aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez pas perdu du terrain?
nous n'avons pas perdu du terrain. En contraire, on a conquis du terrain. Je dois vous dire que dans la théorie des trois barbares, quand vous regardez le MPP ou le CDP, ont la même base électorale. Peut-être qu'en 2015, vous avez peut-être profité aussi de la base électorale du CDP. Nous avons mérité. En l'absence du CDP. Nous avons construit un parti pas après pas, jour après jour. Je vous dis, en 2012, pour la première fois que nous y allons aux élections, on a eu 19 députés avec 33 mairies. En 2015, nous avons eu encore 33 députés et 33 mairies. Vous savez, nous sommes dans un angle de progression. On ne peut pas nous dire qu'en 2012, un parti naissant, qui est historique dans l'histoire de la Haute-Volta au Burkina Faso, on a même vu un parti naissant, à peine 2 ans, a pu avoir même être au firmament, peut-être la deuxième force politique du Burkina. Ça, c'est jamais passé. C'est nous qui l'avons réalisé avec notre leader, le docteur Jiféné Diabré. En 2015, nous avons encore monté en puissance. Nous allons monter encore en puissance en 2020, parce qu'en fait, c'est une construction. Ce n'est pas un accident de l'histoire. Notre place d'aujourd'hui, même, c'est notre position actuelle. Si nous méritons la place, parce qu'on ne nous a pas donné. C'est un travail collectif qui s'est forgé jour après jour et nous avons récolté les dividendes. Je peux vous dire aujourd'hui que notre stratégie aujourd'hui, c'est faire en sorte que les Burkinabés qui assistent aujourd'hui à un pouvoir en déliquescence, la majorité présidentielle a plongé le Burkina dans le chaos. Ils ont pris le Burkina en entier en 2015. Aujourd'hui même, le Burkina est en morceaux. Si nous commettons encore l'erreur de conduire la majorité actuelle là, le Burkina ne va pas exister. C'est une question de mobilisation, de stratégie. Oui, et visiblement, au niveau du pouvoir, on pense justement avoir mis la stratégie en place pour réitérer le coup KO. Hein? D'abord, ils seront incapables. Le coup KO ne peut pas exister. Le MPP semble sûr de ses forces. Vous avez vu à l'issue du congrès d'investiture, le parti semble sûr de ses forces. Le parti pense avoir un bilan et le parti pense avoir aussi consolidé la base électorale. Ça c'est leur appréciation. Et en tant que libéral, je leur concède la liberté de dire ce qu'ils veulent. Mais sur le terrain, les Burkinabés ont hâte d'en finir avec cette gouvernance actuelle. C'est ce que vous dites. Oui, c'est toujours comme ça, mais la réalité des urnes, c'est autre chose. Oui, hein? La réalité, mais je trouve que, mon cher ami, dans les villes, comme les gens ont passé beaucoup d'hivernage, même sous la pluie. On ne peut pas aller dans n'importe quel coin du Burkina que vous voulez. Le pays n'en va. Sur le plan de la fronde sociale, on peut accuser même l'insécurité de l'autre côté. La fronde sociale, vous voyez d'abord que les travailleurs de la fonction publique, du privé, personne ne content du MPP, la gouvernance actuelle. On a pensé que comme ils ont été à l'école du président Blaise Compaoré, le minimum serait de faire, de produire et des outils et d'être capable de gérer. Aujourd'hui, ils n'ont pas géré. Ils ont quand même un bilan, non? Mais le bilan est catastrophique. Non, pas tout à fait. Tout à fait. C'est quel bilan de politique je vais... En toute sincérité, est-ce que vous ne reconnaissez pas quand même qu'il y a des secteurs où ça va? Quel est le secteur? Moi, je n'en vois pas. Les infrastructures, par exemple. C'est ça que la pluie la contrôle tous les jours, là. Des goudrons qui se dégradent. Non, des infrastructures. Oui. Il y a quand même des vous avez vu à Gawa? Regardez les routes qui sont en train de se faire. Mais ça, c'est sans compter que vous dites, les gens ne voient pas plus profond. Le coût à mettre pour la réparation serait plus cher. Vous avez vu les bâtiments qui s'écroulent? Les écoles? Nous avons pratiquement même d'abord, vous savez que l'avenir d'un pays... un ratio, il y a combien d'écoles qui s'écroulent? Toutes les écoles ne s'écroulent pas. Mais l'avenir d'un pays, c'est l'éducation. Il y a une partie, il y a beaucoup d'enfants on voulait qu'ils doivent aller à l'école. Il y a beaucoup d'enfants d'abord même qui ne savent pas où elle est. Le pays, l'autorité qui s'est effritée. Vous avez des maires, des hauts commissaires, des élus locaux qui ne sont plus chez eux, des gens qui ont abandonné, des villages inexistants. Un pays de ces gens-là, est-ce que opter pour le MPP, c'est opter pour le suicide? Oui, mais est-ce que sur la question sécuritaire, eux ont peut-être déjà l'expérience de la gestion de la question, vous ne l'avez pas. Est-ce que ce n'est pas aussi suicidaire Oui, mais c'est ça que nous disons aux gens. D'opérer aussi le changement au risque de se retrouver aussi dans une situation... C'est ça,
Parce que c'est facile à dire qu'à faire, hein, sur la question sécuritaire. Vous savez bien que il n'y a pas que le Burkina. C'est un peu l'argument que le pouvoir tient aussi. Oui, mais il n'y a pas que le Burkina qui est confronté à la situation. Et ce n'est pas si facile à gérer, cette question sécuritaire. Elle est facile. Je vous dis une chose. Quand les gens débitent de tels propos, je peux me dire que c'est à la limite même de l'insouciance et de l'insulte au peuple burkinabé. Pourquoi? De manière constitutionnelle, c'est de manière constitutionnelle que les Burkinabés ont confié la gestion du pays à Roch-Marc Christian Kaboré pour la protéger, la soigner, et ainsi de suite. C'est constitutionnel. Aujourd'hui, dans la sous-région, je parle même d'abord de nos pays voisins, il y a des pays où nous n'avons pas le phénomène qu'on a. Il y a des pays qui n'ont pas le même phénomène qu'on a. Il y a des pays partisans. On ne dit pas que le Burkina Faso a été le ventre mou de l'Afrique de l'Ouest. Dès lors qu'on vous a confié, c'est parce qu'il y a des problèmes qu'on vous a confiés. Et deuxièmement, vous pensez que parce que lui, il n'a pas pu faire, qu'aucun autre Burkinabé ne peut le faire, c'est une aberration. Et quand quelqu'un parle comme ça, j'ai envie de le dire. Donc si c'est Roch-Marc Christian Kaboré qui peut gérer le pays, donc c'est pour dire que, alors qu'on sait que tout ce que nous sommes tous des mortels. Nous sommes tous des mortels. C'est si aujourd'hui, il venait pour une autre, que le président n'est pas là. Il faut même laisser les Burkinabés, comme personne ne peut gérer le Burkina, comme en dehors de Roch Kaboré, qu'on ait cherché un Vietnamien, un Congolais, ou je ne sais pas moi, un Chinois, pour gérer le Burkina, qu'on est parti du principe que sans lui, on ne peut pas gérer le Burkina. Il y a des solutions. D'accord. Et chacun de nous, les Burkinabés, il y a beaucoup de gens qui ont construit le Burkina Faso. Il va falloir donc convaincre les électeurs. Et vous semblez confiant, mais vous oubliez qu'il n'y a pas que ce problème. C'est vrai que les Burkinabés vivent des problèmes. Et vous espérez que ça va se traduire dans les urnes en termes de changement. Mais vous savez que la réalité des urnes, encore une fois, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte dans le vote des Burkinabés. Vous savez aujourd'hui que l'argent, ça compte beaucoup. Nous sommes donnés les moyens pour arriver au pouvoir. Et quand vous parlez de ça, mais ce n'est pas que les urnes, mais il faudrait que nous contrôlions même les pans de notre organisation. On voulait que le chef du fil de l'opposition, Djibril Diaby le premier, a demandé à ce qu'il y ait d'abord un audit du fichier électoral. D'abord, c'est pour qu'il n'y ait pas de contestation comme en 2015. Vous savez que c'est une porte d'entrée. Et j'étais en train de voir même d'abord... En 2015, il y a eu des... Non, on n'a pas eu de concertation parce que les gens avaient confiance à l'outil de gestion. En 2015, on a demandé à ce que d'abord on puisse le fortifier. Et deuxièmement, j'ai écouté même Clément Saourou qui parlait de ça, mais je riais. Mais parce qu'il faut être naïf pour savoir qu'il y a un fichier électoral, pour qu'il y ait même l'onction des électeurs ou de la classe politique, il faudrait d'abord qu'on s'entende sur son contenu. Le demander, ça vient renforcer même la crédibilité qu'on a de l'outil. Parce que l'outil qu'on a, la CINI là, c'était l'œuvre de construction collective. C'est pour ça, nous, au niveau du parti, nous nous sommes donné les moyens, nous avons implanté nos structures, nous nous sommes organisés pour que, ensemble, le 2020, c'est notre moment. C'est le moment du président Djibril Diaby, c'est notre moment et à ce niveau, il n'y a pas de problème. Et même l'opposition dans son entièreté. Non, quand vous parlez justement de... L'opposition dans son entièreté. Vous savez que l'opposition dans son entièreté va s'assumer et que nous n'avons aucun problème. La moitié est disqualifiée pour gérer le pays en 2020. La question, justement, c'est d'abord la mobilisation des électeurs. On a vu le processus dans l'Orma qui s'est produit. Il n'y a pas forcément toujours la grande mobilisation. Le pouvoir semble avoir mieux mobilisé que les partis de l'opposition, j'ai l'impression. Non, c'est un leurre. Vous savez... Est-ce que vous avez assez fait pour amener vos militants dans les bureaux d'enrôlement? Je dois vous dire que dans nos pays, il faut qu'on nous puisse savoir une chose. C'est un pays où le vote n'est pas obligatoire. Ça, c'est un. Et la plupart de ceux qui ont voté, qui ont des cartes d'électeurs, quand on regarde les statistiques des générations passées, tous ne vont pas aller voter. Et deuxième chose, les gens ont pris leur carte d'électeur, c'est pour ceux qui n'avaient pas pu s'enrôler. Nous avons joué notre rôle de contribution. Mais je trouve que nous ne sommes pas dans le risque de l'organisation de spectacle pour dire on fait ceci, cela. C'est un rôle même. Parce qu'on a vu au niveau du parti au pouvoir de la majorité des opérations de délivrance, de CNIB. C'est parce qu'ils savent qu'ils vont perdre en 2020, puis ils ont perdu le terrain. C'est les derniers soubresauts d'un régime finissant.
Ça veut dire quand même qu'ils ont contribué à l'enrôlement et donc ça peut servir, c'est important. Mais je veux dire que quand vous voulez, quand on chenoie, il y a des derniers actes de suppression. Donc la majorité actuelle en perte de vitesse et ils sont obligés de l'impression c'est que pendant que le pouvoir faisait un travail de fond pour amener les militants à s'enrôler, vous étiez dans la critique. À ce niveau-là, on n'a pas véritablement senti les partis de l'opposition sur le terrain en train d'amener les populations dans les bureaux d'enrôlement. On a même vu des responsables du bureau qui se plaignaient du fait que les partis effectivement politiques n'ont pas véritablement fait ce travail de mobilisation. Ils ont fait le travail, les partis politiques dont nous avons fait notre travail. Mais je dis, nous sommes dans un pays où le vote n'est pas obligatoire. Et donc, il faudrait que les gens, puisque quand tu pars voter, tu gagnes quoi pour l'électeur moyen. Mais nous avons fait ce que nous pouvons faire. Mais le problème n'est pas là-bas. Dès lors que même, pour que les gens puissent voter de manière massive, le Djefferin Diabré a proposé au gouvernement de trouver d'abord même des partenaires pour qu'on fasse les CNB pour les Burkinabés, qui ont un droit même d'abord de tous les mots. Puis c'est un droit régalien. Parce que d'abord nous sommes dans un contexte de sécurité. Oui. Donc il a fait sa proposition. Il a même obtenu même d'abord le financement. Il suffisait maintenant au gouvernement d'écrire même d'écrire pour avoir la subvention. Oui, même qu'en 2015, si vous voulez comparer, les CNB étaient faits à 500 francs. C'était subventionné. Vous savez, nous sommes un pays pauvre, où les gens ont beaucoup de problèmes de soucis, d'existence. Demander à quelqu'un de donner 2500 pour faire une CNB, ce n'est pas une mauvaise affaire. Mais c'était le rôle de l'État, le rôle primaire de garantir à ce que chaque Burkinabé puisse posséder les actes, les cartes d'identité. Il se trouve qu'en tant qu'opposition, vous n'avez pas travaillé à mettre la pression sur le gouvernement à jouer son rôle dans ce niveau. Et là, cette période est passée. Non, nous l'avons fait. S'il n'y a pas eu beaucoup d'enrôlés, bon. Nous l'avons fait. Non, en fait, pour dire que nous l'avons fait, c'est à défaut pour le gouvernement de s'assumer que vous avez vu ça et là, des individualités qui se lèvent maintenant pour faire des CNB. Donc les individus se sont substitués à l'État pour faire son rôle. Et dans ça, nous avons fait ce que nous avons pu faire au niveau du parti, de l'UPC. Donc nous n'avons pas de crainte à ce niveau. Okay. Le vote transparent, nous allons gagner les élections en 2020. Donc parlons de la CENI, puisqu'on visiblement, il y a des craintes par rapport au fichier électoral. Oui. Vous demandez un audit. Oui, ce n'est pas une crainte. C'est une prudence d'un homme avisé, le président Djefferin Diabré. Pourquoi? Un fichier électoral doit avoir la confiance de tous les acteurs. Je rappelle à votre gouvernance. Vous avez vu ce qui s'est passé en RDC? Vous avez vu ce qui s'est passé en Guinée? C'est surtout des votes biométriques. Nous sommes tous aussi, c'est un dossier que nous connaissons. Nous avons dit, pour la CENI, nous n'avons pas de doute pour le travail de la CENI. Nous avons d'abord nos représentants à la CENI. Nous avons dit, comme la CENI a fait un travail en 2015, où aucun acteur politique n'a posé des contestations, c'est parce qu'ils avaient aussi confiance à la CENI. Et l'organe de la CENI, M. Bademili Kéré, a accepté l'apport de l'opposition et la classe politique. En 2015, nonobstant même d'abord les inscriptions, nous avons dit, dès lors qu'on va boucler l'enrôlement, comme c'est le cas aujourd'hui, qu'au finish des finishes, il y ait un audit international, impartial, qui donne quitus que les élections, que le fichier burkinabé est bon. Et c'est même un bon point pour le Burkina, puisqu'ailleurs on a fait des audits et c'est très bon. Si on fait au Burkina et que c'est bon, ça veut dire que nous rentrons, parce que pourquoi on le dit, on rentre dans une campagne électorale apaisée, on en sort apaisé. Mais s'il y a des doutes dans un fichier et qu'on est aux élections avec ça, et qu'il d'aventure des gens contestent, c'est parce qu'ils n'ont pas eu confiance aussi. Et pour anticiper, c'est pour ça que notre pays, qui est le visionnaire, a demandé sans arrière-pensée, parce que ça donne des choses. Et quand vous regardez partout ailleurs, même dans le monde, un fichier se contrôle. Et ainsi, on le contrôle, il doit être certifié. La question justement du contrôle du fichier électoral, elle est là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez confiance qu'il
il n'y a pas de possibilité de fraude justement au niveau de ce fichier. Par exemple, l'accès à ce fichier électoral, il y a des degrés. Il y a les commissaires, vos commissaires, vos représentants, mais il y a aussi le président de la CENI qui visiblement semble avoir... Est-ce qu'aujourd'hui vous avez véritablement confiance que les mécanismes mis en place aujourd'hui permettent d'éviter toute fraude? C'est pour ça qu'au niveau de l'EPC, nous ne voyons pas les hommes. On ne juge pas les hommes. On vous juge l'outil. C'est pour ça que nous n'avons pas de raison de dire qu'aujourd'hui même que la CENI ne fait pas son travail. Nous avons dit, comme c'est un fichier informatique, et vous savez le nôtre, c'est le président de la CENI celui qui a le mot d'accès. Dans d'autres pays, il y a plusieurs acteurs qui ont le code d'accès. C'est-à-dire que pour ouvrir le fichier électoral, il faut au minimum 3 personnes. Et vous ne pouvez pas l'ouvrir seulement. C'est-à-dire que si on veut consulter le fichier électoral, tous les 3 se connectent à la même heure, le même jour, pour qu'on puisse valider même le fichier. Et le fichier s'ouvre. Et si on dit que c'est 5 minutes, et dès qu'il y a un qui se déconnecte, le fichier d'abord est refermé. C'est le fichier électoral. Le propre dont on parle. Le nôtre n'est pas. C'est une seule personne qui est là. Mais ce n'est pas la faute de Newton Barry, il était de l'autre côté. Dès lors, c'est à la CENI de travailler pour montrer qu'elle est neutre. C'est à la CENI de travailler pour avoir même l'aura de l'équipe sortante. C'est à la CENI de montrer en quoi son fichier est bon. Est-ce que vous faites ces réformes, vous faites ces propositions de réforme justement? Non, on fait des réformes. Parce qu'après, quand ça ne... c'est pour se réveiller au lendemain des élections, pour crier encore à la fraude. Alors que vous aurez pu en amont faire des propositions pour qu'on corrige tous ces défauts. Nous l'avons fait. À l'UPT, nous l'avons fait. L'opposition l'a fait. Mais en fait, le problème ne se pose pas à ce niveau. Quand vous prenez même le président Newton Ahmed Barry, nous avons eu des séances de travail avec lui, au niveau de l'UPC, même au niveau de l'opposition politique. Mais nous disons, quand même nous avons des commissaires, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et quand nous le disons aujourd'hui, vous savez, s'il y a un parti au Burkina qu'on peut s'en faire, c'est l'UPC. Puisque nous n'avons jamais, nous ne sommes pas des belliqueux, nous avons accepté de manière démocratique les résultats. Mais on ne va pas accepter n'importe quel résultat. C'est pour ça, notre contribution en tant que veille, c'est dire à la CENI de faire en sorte que le fichier électoral soit certifié. Ailleurs, c'est certifié. On certifie le fichier électoral. Si c'est certifié, c'est à leur honneur et honneur pour le pays. Ça va faire école dans d'autres pays. On entend justement, on a entendu à plusieurs reprises votre président Zéphirin Diabré parler de velléité de fraude de la part du parti au pouvoir, le MPP. Est-ce que cela, ce n'est pas une attitude défaitiste? Non, mais n'est pas accepter la vérité. Les vérités, c'est lesquelles? Je vais vous donner un exemple. Vous avez vu ce qui s'est passé à Ziaré. C'est un parti de la majorité. Où est le dossier? C'est parce que c'est un dossier sérieux que les gens sont partis, la police et la gendarmerie. Les gens sont actuellement en train de réfléchir dans la maison d'arrêt et de correction de Ziaré. Ça, ce n'est pas le petit qui le dit. Nous avons vu même au niveau de Boussé, où le ministre Alpha Bari a convoyé même plusieurs personnes pour aller s'enrôler. Pourquoi? C'est maintenant qu'on doit maintenant, avec les moyens de l'État. C'est les moyens de l'État le problème. Que ce soit les deux côtés, c'est les moyens de l'État. Pensez-vous normal, quand on est que le code électoral me l'interdit? Il y a des possibilités de louer. Oui, mais vous pensez qu'un ministre du gouvernement ou des ministres du gouvernement, c'est leur travail? S'ils ont une capacité de mobilisation, ils n'ont pas besoin d'amener des gens ailleurs pour venir les faire voter. C'est parce qu'ils ont peur de perdre dans leur circonscription électorale qu'ils prennent des gens ailleurs pour pouvoir espérer gagner. C'est pour ça que je dis, pour nous, c'est le manque de sérénité de ces acteurs. Mais nous apprécions les choses à travers les actes. Donc le président Zéphirin Diabré n'a pas inventé. C'est ce que l'opinion, c'est ce que tout le monde connaît. Et en tant que chef de file de l'opposition, en tant que président de l'UPC, c'est son plein droit d'attirer l'attention des uns et des autres sur la manigance, sur le désordre que font d'abord nos dirigeants actuels. Je pense qu'on doit les féliciter
pour avoir même eu le courage et l'audace de dénoncer plus haut ce que les gens pensent plus bas. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de préparer les esprits déjà à une crise post-électorale en cas de défaite? Nous n'allons pas échouer. Il faut que vous dites, nous ne pouvons pas échouer. L'UPC ne va pas échouer, nous allons gagner les élections. Il n'a pas besoin de préparer ses électeurs. Nous sommes ses militants. Nous sommes déjà mobilisés. Au niveau de l'UPC... En tout cas, au niveau du MPP, vous avez écouté le président Simon Compaoré, il est clair là-dessus. Le coup KO sera fait. Ça, proprement. Ça, c'est lui. Lui, c'est normal. Faut-il craindre pour une crise post-électorale aujourd'hui? Si les choses se passent normalement, ça sera comme en 2015. Si vous allez aller féliciter le vainqueur, par exemple, si ce on n'est va pas venir nous votre candidat? féliciter. C'est nous qu'on va venir féliciter. C'est notre moment. L'opposition va gagner les élections en 2020. Pourquoi vous êtes si sûr de vous? Nous sommes sûrs. Regardez, moi-même, si ça me faisait rire, j'ai vu même qu'il y a 70 partis politiques qui ont soutenu le président Blaise Compaoré et Marc-Christian Kaboré au Palais des Sports. Quand vous regardez les 70 partis politiques, en dehors du MPP, quel est le parti même qui a la millième partie de la taille de l'UPC ou du CDP ou de la DFRDA? Est-ce que si on vous dit... Il y a des partis comme le NTD, l'UDPS. Oui, si on vous dit de citer même parmi les 70, 69 partis politiques, 10 chefs de partis politiques, vous n'allez même pas trouver. Vous, mon vis-à-vis. Si je vous dis de citer 10 chefs de partis politiques, des 70, vous n'allez pas trouver. Même si vous donnez jusqu'à demain, vous n'allez pas trouver. Ça veut dire que ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Donc pour vous, l'équilibre est en faveur de l'opposition? L'opposition gagnerait les élections, n'en déplaise à Simon Compaoré. Je le concède, c'est normal quand on est au pouvoir, c'est un langage d'un politicien. Mais elle est cruelle, elle est là. Et la moitié ne peut pas passer. L'opposition viendra au pouvoir en 2020. Le président Djibril Diabane sera élu. Et nous allons les inviter à notre investiture. Ah bon? Ah oui. Ça, vous croyez? C'est pas de débat. C'est pas de débat. Parce qu'en face aussi, il y a des candidats de taille. Hein? D'abord, le président sortant, Roch Christian Kaboré, le candidat du CDP, Edi Komboigo, il y a Kadri Désiré Ouedraogo, du mouvement Agir Ensemble, etc. Ce sont des candidats de taille. Quand même. Je suis d'accord avec vous. Ce que vous dites, Edi Komboigo, Kadri, ils sont de l'opposition politique. Ils sont de l'opposition politique. Et donc, pour vous, c'est tout sauf Roch Kaboré? Non, c'est pas... Non, c'est les faits. Ce que vous parlez, si vous parlez de Jivéné Diabré, vous parlez de choses, de Komboigo, de cadres, mais c'est des candidats de l'opposition, affiliés à l'opposition. Il y a aussi Gilbert Nouel Ouedraogo, l'ADF, qui est un parti aussi important. Mais ils sont de l'opposition. Tahirou Bari. L'opposition. L'opposition. Est-ce que vous voyez que ces gens-là, d'enfants, peuvent faire combat avec nous? Ce n'est même pas possible. Mais c'est terrible. Mais je leur permets de rêver. Parce que d'abord, c'est où la démocratie. Il n'est pas possible qu'ils gagnent les élections. Ah oui. Nous avons les outils et les moyens pour gagner les élections. Nous allons gagner les élections. Ça, ce n'est pas des slogans. C'est une conviction profonde. Vous semblez ne pas bien connaître l'électorat. Je connais l'électorat. Moi, mais, Gabriel, j'ai été, moi, qui vous parle, indépendamment d'abord de mes casquettes. J'ai été conseiller municipal. J'ai été maire. J'ai été député maire. Je suis responsable de structure. Je ne suis pas un naïf politique. Je connais l'électorat. Si quelqu'un parle, je le connais. Parce que je le pratique. Je ne fais pas de déclarations à l'emporte-pièce. Je parle de ce que je sais, de ce que mon parcours politique me demande, ce que j'observe, ce que je dis. Vous savez ce qu'on appelle chez nous, vous savez ce qu'on appelle le bétail électoral. Oui, le bétail électoral. Mais parlons-en. Aujourd'hui, les Burkinabés ont changé. Aujourd'hui, si vous prenez votre famille, vos enfants, vous ne pouvez plus gérer vos enfants comme vous l'avez géré il y a 2 ans, 4 ans. Les choses. Et notre parti, c'est le parti du changement. Le changement. Et ce changement-là qui fait qu'aujourd'hui, vous savez que c'est un mot qui nous a été emprunté. Nous l'avons, les gens l'empruntent chez nous. Les élections de 2020, nous demandons à la CENI de s'assumer et prendre en compte ce que nous avons dit. Nous avons donné un cadeau. Et même d'abord nous payer pour avoir payé Djibril Diabré, d'avoir proposé l'audit. Ça, c'est un. D'organiser les élections, il aura notre soutien. Et de toute façon, l'UPC n'a pas peur de sa victoire en 2020. Ça, c'est notre moment. Et je prie Dieu que Dieu vous donne la santé.
la santé au Burkinabé, pour que vous organisez des plateaux, vous m'appelez pour venir avec nos concurrents pour célébrer la victoire du DPC en 2020. D'abord, en attendant, c'est l'investiture le 25 juillet, c'est bien ça, nous sommes en fin d'émission. Oui. Donc, au niveau de l'investiture, d'abord, je dois profiter de votre organe pour inviter solennellement les militantes et les militants, les sympathisants et les sympathisantes à converger massivement le 25 juillet au Palais de Sport de Ouaga 2000 à partir de 9h pour qu'ensemble nous puissions investir notre candidat, le futur président de COSIAM. Et les invités, comme nous les avons, il y aura un acte fort du candidat, chose que le MPP n'a pas pu faire. Oui, d'abord, nous avons pris en compte la Covid-19. Tous les militants... Le respect des gestes barrières. Des gestes barrières, il y aura même des dispositions de la main, il y aura des prises de température, ainsi de suite. Nos militants vont se conformer à ce que les autorités même ont décidé, même qu'ils ne font pas. Deuxième chose, le candidat de l'UPC, une fois investi, va poser des actes forts pour marquer son entrée dans la pré-campagne. Et l'entrée en vigueur dans la pré-campagne va se matérialiser par une demi de dons à des déplacés pour dire qu'il y a la politique, mais nous avons des parents, des Burkinabés qui souffrent. Il y aurait un demi de dons. Chose que la majorité n'a pas pu faire. D'abord, même le candidat n'est même pas venu. Deuxième chose, le président fera aussi un don de forage à des non lotis, chose que la majorité n'a pas pu faire. Donc nous ne sommes pas un parti rien que de campagne, ce n'est pas politique. Il y a le côté humain, nous sommes des Burkinabés. Nous prenons en compte la situation et j'invite les Burkinabés à venir massivement pour acclamer et investir notre candidat. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. C'est moi qui vous remercie. Merci. Ça sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Rabi Yameogo, président du comité d'organisation de l'investiture du candidat de l'Union pour le progrès et le changement, est notre invité pour ce numéro. Merci de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur notre chaîne. Bonsoir.